Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette première séance de Meet Online. C'est l'ouverture aujourd'hui de nos petits rendez-vous d'été. Je me présente, je suis Marion Méjard, je travaille à la Mutualité française Occitanie et du coup j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes vos questions et de suivre vos interrogations et de répondre par chat. Donc je ne suis pas seule, on la voit aussi avec moi et je vais lui passer la parole en suivant. Mais déjà, bonjour Martine. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui questionne beaucoup et j'ai déjà vu quelques questions, sur le chat. C'est, la thématique des tics et plus particulièrement la maladie de Lyme. Donc Martine, on est ravis de vous accueillir et on vous remercie d'avoir accepté l'invitation parce que ce n'est pas un exercice facile, de parler en visioconférence. D'ailleurs, j'en fais trembler mon bureau. Et merci d'avoir prêté le jeu. Donc je vais vous laisser peut-être déjà vous présenter. Donc moi, je suis Martine Gleis, je suis infirmière, infirmière en éducation et en éducation de la santé et en prévention de la santé. Voilà, je vais essayer de répondre à vos interrogations et vos questions. Voilà, déjà, on va commencer par la définition de la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. Elle est transmise lors d'une morsure de tique qui est infectée par cette bactérie de la famille des spirochètes. Donc, l'infection souvent est sans symptômes, mais cette infection peut parfois entraîner une maladie, comme on va voir. Donc, voilà. D'abord, avant de commencer, on va regarder quelques chiffres. Donc, vous voyez bien qu'il a été diagnostiqué entre 2009 et 2020, entre 25 000 et 68 000 cas par an sur cette période-là. Donc, d'après les statistiques, la maladie a tendance à augmenter, surtout depuis 2009. Donc, vous voyez bien que le taux d'incidence annuel de la borréliose de Lyme est estimé à 91 cas pour 100 000 habitants, donc ce qui fait 60 000 cas en 2020 contre 76 cas en 2019. Donc, vous voyez qu'entre 2019 et 2020, il y a quand même une augmentation. Et c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas trop connue, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'en parler. Donc, vous voyez que depuis 2009, il fluctue entre un minimum de 41 cas et un maximum de 104 cas. Donc, en 2020, il y a 710 cas de borréliose qui ont été hospitalisés. Donc, vous voyez bien que depuis 2005, le nombre de cas hospitalisés avec le diagnostic de borréliose de Lyme a fluctué entre 649 cas en 2005 et 990 cas en 2017. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même 842 cas hospitalisés par an. Donc, en 2020, vous voyez qu'il y a une tendance à la diminution, mais je pense qu'on ne va pas tenir compte de ça, de cette diminution, à cause de l'impact possible de la pandémie du Covid-19. Voilà. Et on remarque aussi que les hospitalisations pour borréliose sont plus fréquentes de juin à octobre. Et le groupe d'âge les plus touchés sont les enfants de 5 à 9 ans et les adultes de 70 à 79 ans. Et environ la moitié des cas hospitalisés est associée à une présence de manifestations neurologiques. Donc, vous voyez le taux d'incidence, je vous ai mis cette carte pour voir les régions où il y a beaucoup pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que dans notre région, dans le sud de la France, puisque bon, je pense que je ne sais pas si c'est à l'Occitanie ou pas, mais bon, vous voyez que l'Occitanie, on est entre faible et moyen. Donc voilà, c'est la région en France métropolitaine. C'est la carte de France métropolitaine, pardon. Donc maintenant, nous allons voir les différentes tiques pour que vous voyez un peu la différence entre ces animaux. Il y a plusieurs familles. Il y a 3 à 4 grandes familles de tiques qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'il y a les mâles et les femelles.
Donc, les tiques sont des acariens parasites vivant dans les zones boisées et humides, donc les tapis de feuilles mortes, les broussailles, etc., mais aussi dans les prairies avec les herbes hautes et dans les parcs. Et donc, elles se nourrissent du sang de leur hôte. Donc, vous avez d'abord la tique Ixode ricinus. C'est la tique du mouton. C'est l'espèce la plus répandue. Elle est moins présente sur le bassin méditerranéen, car elle se développe surtout dans les régions humides avec une bonne végétation. Ensuite, nous avons la tique Dermacentor reticulatus. Celle-là, c'est la plus dangereuse pour les chiens et elle est présente dans les marécages et les forêts. Elle est moins dangereuse pour l'homme. Ensuite, vous avez la tique Riciphelus sanguineus. C'est la tique brune du chien. Elle vit principalement dans les régions arides. Et ensuite, on a la tique Dermacentor marginatus. Elle se trouve dans les pâturages, les prairies sèches, ainsi qu'à proximité des lisières de forêt. Nous avons la tique Yaloma. Elle est plutôt rare en Europe car c'est une tique tropicale. Donc, vous voyez qu'il y en a partout des tiques. Hein. Donc, quelques petites notions. Les tiques existent dans toute la France. Elles ont une activité saisonnière maximale du printemps à la fin de l'automne. Quelques piqûres sont constatées en hiver dues au réchauffement de la température. En France, les hôtes sont surtout des petits rongeurs et les oiseaux pour les larves et les nymphes, et de plus gros mammifères pour les tiques adultes. Nous allons voir la différence entre les larves, les nymphes et les tiques adultes. L'homme est un hôte accidentel qui peut être piqué par une tique à l'une des 3 stases, mais le plus souvent, c'est la nymphe qui est en cause en raison de sa présence en grand nombre dans les zones d'endémie. La probabilité de transmission d'un agent pathogène à l'homme dépend de l'espèce de la tique, de la diversité des agents pathogènes contenus dans la tique et de la zone géographique. Donc, vous voyez que c'est quand même la possibilité de transmission varie d'une région à l'autre, d'une zone à l'autre, qu'on soit en montagne ou en plaine, et varie de la personne, dépend de la personne aussi. Alors Martine, oui. du coup, vous nous avez montré différentes tiques. Oui. On a une réaction sur le chat où on demande comment peut-on les différencier à l'œil nu et est-ce que c'est important de connaître les différentes espèces? Non, alors il n'est pas important de les différencier à l'œil nu. Peu importe que ce soit l'une ou l'autre tique, le plus important est savoir si elle est infectée, cette tique. Voilà, à ce moment-là, c'est elle qui nous infectera. Toutes les tiques ne sont pas infectées. Nous allons le voir. Ensuite, c'est quoi quelle est la question, Marion, s'il vous plaît? Non, mais merci. Après, il y avait une autre réaction de Lucette, hein, mais je ne voulais pas toujours vous interrompre. Mais Lucette nous disait que les tiques existent depuis tout le temps, Oui. dans son enfance, en 1960-70. Et peut-être, elle se pose la question si la maladie de Lyme existait à ce moment-là. Oui, elle a tout le temps existé. Elle a tout le temps existé, mais on n'en parlait pas. Là, on en parle parce que il a été constaté lors des statistiques une augmentation des cas de la maladie de Lyme. Voilà. Je peux continuer, Marion? Oui, merci beaucoup. Voilà. Alors, la transmission se fait donc grâce à leur appareil buccal qu'on appelle le rostre. Les tiques s'accrochent à la peau et c'est pourquoi on parle plutôt de morsure que de piqûre. Et ces morsures sont indolores. Une fois fixées à la peau, les tiques se gorgent du sang de leur hôte. Donc, on va parler de morsure et pas de piqûre. Donc, le mode de vie des tiques, elles se nourrissent exclusivement du sang de leur hôte et ne feront que 3 repas au cours de leur vie. Donc, voilà, je vous explique. Les femelles adultes pondent sur le sol, les œufs éclosent, libérant des larves ressemblant à des tiques miniatures.
les larves grimpent en haut des végétaux, attendent le passage d'un hôte sur lequel elles vont s'accrocher. Les larves se fixent sur la peau et prennent un seul repas. Puis, elles se décrochent, retombent sur le sol et elles se transforment en nymphes. Donc, vous voyez bien que de la tique la tique naît. Ensuite, c'est une larve. Ensuite, elle mange, elle tombe sur le sol, elle devient nymphe. Et de nouveau, c'est pareil, les nymphes montent à leur tour sur les végétaux. Elles vont parasiter un hôte. Une fois gorgées de sang, elles retombent sur le sol et passent au stade adulte. Et enfin, les adultes, mâles ou femelles, reproduisent les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'ils grimpent sur les végétaux et donc ils se nourrissent du sang. Et c'est alors qu'ils retombent sur le sol et que c'est sur le sol que les femelles fécondées par le mâle pondent leurs œufs. Donc, c'est un cercle comme ça, c'est tout le mode de vie de la tique. Alors, le plus souvent, les tiques s'accrochent à la peau des animaux sauvages et plus rarement les animaux d'élevage. Alors, si l'animal est infecté par la bactérie Borrelia, la tique devient porteuse du germe et c'est comme ça qu'elle le transmet à l'homme. D'accord? Si la tique contaminée par la bactérie Borrelia mord un humain, elle lui transmet donc la maladie de Lyme. Alors, on a quelques réactions. Donc, ils mettent, est-ce que la femelle meurt et après, est-ce que la femelle meurt donc, donc je ne sais pas. Non, elle ne meurt pas puisqu'elle va être, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, elle va être fécondée par le mâle. Bon, c'est sûr qu'il y a des femelles qui meurent, mais en général, elles sont fécondées par le mâle et elles refont des petits, des larves et ça repart. Donc, après la ponte, elle ne meurt pas et ça repart. Voilà. Donc, vous voyez que les tiques mordent à chaque stade de leur développement, qu'elles soient larves, qu'elles soient nymphes ou qu'elles soient adultes. Mâle, vous voyez que le mâle est plus petit que la femelle. Et sur la photo, alors vous voyez que chez les tiques adultes, seules les femelles mordent, pas les mâles. D'accord? Donc, vous voyez sur la photo à côté, vous voyez une tique à jeun, une tique après 24 heures, une tique après 48 heures, et vous voyez la grosse tique après 96 heures. Donc, ils se gorgent de sang, hein, si on comprend bien. Ils se gorgent de sang sur leur hôte. Peu importe l'hôte, ça peut être un animal comme ça peut être un humain. Donc, ça peut être un signe de piqûre, de morsure, pardon, puisque si la tique est encore petite, ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas encore mordu. Dès qu'elle commence à se gorger de sang, elle aura mordu. D'accord? Oui, merci. Voilà. Alors, attention, il peut y avoir des tiques dans la maison. Une tique, c'est la Rhipicephalus sanguineus. On l'appelle la tique domestique. Elle est fréquemment rencontrée dans le sud de la France et il est possible de la ramener de vacances ou autre. Et cette tique est capable de réaliser le cycle qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur. Donc, elle peut s'installer dans les chenilles, dans les maisons et être une source de contamination permanente. Donc, c'est bon là pour les tiques. Est-ce qu'il n'y a pas de questions particulières puisqu'on va passer maintenant à un autre chapitre? Alors, on me reposait la question si une fois adulte, les tiques se nourrissent. Donc, je crois que la réponse était oui et seulement les femelles. Hein, c'était ça. Voilà. Non, seulement les femelles mordent, alors que les mâles, non. D'accord. On revient en arrière si vous voulez. Chez les tiques adultes, seules les femelles mordent. Voilà. Et donc, elles continuent de se nourrir à chaque fois sur les êtres humains. Sur le sang de leur hôte, peu importe l'hôte. Est-ce qu'en fait, Nathalie nous a remarqué que vous nous avez précisé qu'ils ne faisaient que 3 repas? Oui, 3 repas, mais on revient. Oui, tout à fait. Ils font 3 repas. Ils font les repas larves, nymphes et adultes. Et là, ils se reproduisent et ça recommence. Larves, nymphes et adultes.
D'accord, très bien. Ben, merci. C'est vrai que lorsqu'on découvre, hein, cette Oui, oui, problématique, on n'a pas conscience de ça. Donc en fait, c'est 3 repas par, j'allais dire par catégorie par à larves, nymphes et adultes. par Ça étape ne de se la fait vie. pas, peut-être qu'elles vont pas, se mettre sur un hôte de suite. Vous comprenez? Oui, Le très bien. temps qu'elles arrivent sur un hôte et qu'elles trouvent un hôte pour pouvoir se nourrir. Alors du coup, les questions enchaînent des questions et ça permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'années de vie d'une femelle? Combien de temps vit une tique? Non, Est-ce que c'est un non, honnêtement, là, moi, j'ai pas regardé. Non, voilà, j'ai pas l'idée. mais Je et regarderai, je vous dirai. Peut-être que je répondrai à ces questions-là ultérieurement. oui, bien sûr. Bah, après, c'est des questions qui suscitent d'autres questions et on voit que les gens sont assez, réactifs. Beh, du coup, les une dernière remarque sur la différence entre les mâles et les femelles. Donc si les femelles mordent, comment se nourrissent les mâles? Ben, les mâles, ils se nourrissent après comme, si vous voulez, ils ne se nourrissent pas que de sang, ils se nourrissent dans la nature aussi. Voilà, très bien. D'accord? Bah, merci. Et si vous voulez, ils se nourrissent de sang une fois qu'ils ont mordu, mais ils ne mordent pas tout le temps. Donc Est-ce les que fe c'est bon? oui, oui, merci. Donc voilà. Alors donc maintenant, on va parler de la maladie de Lyme, des symptômes. Donc c'est vraiment le symptôme, la photo que vous voyez, c'est vraiment le symptôme le plus parlant. Donc vous pouvez peut-être avoir été piqué, mais ne pas l'avoir senti. Et la tique peut être tombée, pardon, vous pouvez avoir été mordu, mais ne pas l'avoir senti, et la tique est tombée sans que vous en rendiez compte. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça peut passer inaperçu. Donc, vous pouvez constater peut-être, après, vous allez vous promener dans la nature et vous constatez que vous avez un érythème qu'on appelle un érythème migrant. C'est la photo que vous avez là. Et peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez été mordu par une tique. D'accord? Donc ça, c'est si vous êtes allé dans la nature et que vous avez ce genre d'érythème, il faudra y penser. Il faut y penser. C'est pour ça qu'on fait cette prévention, parce que souvent la maladie de Lyme entraîne de grosses conséquences parce qu'elle n'est pas prise à temps, parce que les gens ne sont pas prévenus que ça existe. Voilà. Donc, la première manifestation, c'est au stade précoce. Donc, c'est une manifestation cutanée. Donc, il s'agit d'une tache au niveau de la piqûre, indolore, et de croissance annulaire et centrifuge. C'est le signe le plus évocatif de la maladie de Lyme. Donc, ce stade précoce disséminé survient plusieurs jours à plusieurs semaines après la piqûre. Donc, on peut avoir plusieurs érythèmes migrants multiples et ensuite, on peut avoir des manifestations neurologiques avec une fatigue, une fatigue, voilà, et plus rarement des manifestations articulaires. Il y a des questions, Marion? Oui, alors, on me demandait juste si, l'érythème survenait à l'endroit de la piqûre L'érythème survient à l'endroit de la piqûre, oui. et tout à l'heure, on avait une personne qui a signifié qu'elle avait trouvé ce symptôme-là sans avoir la tique. Donc c'est possible que la tique ensuite, une fois qu'elle est Soit mordue, tombé, tout à fait, c'est tout à fait ça. est-ce que quelqu'un relève le nom donc de l'érythème migrant? Est-ce que ça veut dire qu'il se déplace? Alors, non, non, migrant, ça veut dire que c'est un rond. On revient sur la photo. C'est la manifestation qui est typique. Manifestation typique, si vous voulez, c'est le rond rouge au milieu et un rond autour. C'est pour ça qu'on dit qu'il est migrant. Très bien.
Et ensuite, dernière question de d'Isabelle qui nous demande si il n'y a pas d'érythème, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas la maladie? Ben, s'il n'y a pas d'érythème, si vous ne voyez rien, c'est que vous n'avez pas la maladie. Ça, c'est sûr. Parce que vous pouvez avoir été piqué, mordu par une tique, pardon, et vous pouvez ne pas avoir la maladie. Toutes les tiques n'ont pas la bactérie, n'ont pas la bactérie. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 très clair. Voilà. Et je me permets de répondre à Jérémy par rapport au fait qu'il nous disait que parfois la tique ne tombe pas. La tique peut mordre et rester, et la tique peut mordre et ne pas tomber, hein. Nous n'avons pas fait le… Voilà, je souhaitais remettre les Voilà. choses à La plat. tique mord et peut rester à ce moment-là. On va voir comment on l'enlève. Vous pouvez la voir, mais même si vous la voyez, vous pouvez ne pas avoir la maladie. Ce n'est Voilà. pas systématiquement parce que vous êtes piqué par une tique que vous avez la maladie. Si la tique n'est pas infectée par la bactérie, vous n'aurez pas la maladie. Et il faut que ce soit bien clair, ça. Hein. Voilà. Ensuite, vous voyez qu'au stade tardif disséminé, qui survient plusieurs mois, voire plusieurs années après la piqûre. Donc là, on a des manifestations, en plus de la manifestation cutanée, on a des manifestations articulaires, neurologiques, mais on en a de moins en moins parce que, si vous voulez, les gens sont de plus en plus attentifs à ce genre de pathologie, à ce genre de manifestations, si vous voulez. On intervient de plus en plus au stade précoce disséminé, alors qu'avant, on intervenait au stade tardif disséminé, c'est-à-dire que la maladie était vraiment bien installée. À l'heure actuelle, au stade précoce disséminé, on va le voir avec seulement un traitement antibiotique, ça suffit. Il n'y a pas de complications. Donc, vous voyez, les signes cliniques évocateurs, c'est asthénie, maux de tête, de temps en temps de la fièvre, quelques frissons évidemment, mais surtout, c'est l'érythème migraine. Voilà. Donc, après, le médecin demandera au patient s'il a eu des antécédents de morsure de tique, parce que ça ne va pas survenir le jour même. D'accord? C'est entre une semaine à quelques semaines après. Ou s'il a été exposé s'il a été dans un endroit exposé à un risque de piqûre. Ensuite, il n'y a pas de prise de sang à faire ni de sérologie, même au stade de l'érythème migrant. Ça ne sert à rien. Donc, le traitement, il repose uniquement sur de l'antibiothérapie, quel que soit le stade de la maladie, certes, mais plus on le prend tôt, plus on évite la progression des formes disséminées et les complications qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, après la conduite thérapeutique, on ne va pas en parler parce que ça dépend de l'âge et des atteintes qu'on a. Seul le médecin, après, prendra en charge les formes plus compliquées et même les formes simples. Est-ce qu'il y a des questions, Marion? Alors, il y avait des réactions. Oui. Les symptômes sont vraiment donc très divers et il y avait aussi tout à l'heure des questions sur le diagnostic. Donc, je pense que le diagnostic est parfois mal pris en charge ou mal vu, en tout cas, ou met du temps peut-être à se… Voilà, le diagnostic met du temps parce que peut-être que quelques semaines après, on ne se souvient pas ou on n'a pas vu qu'on a été piqué ou on a oublié qu'on a été piqué. Et on n'arrive pas à faire le rapport entre la piqûre qui est ancienne et les symptômes qu'on a. Parce qu'il y a un laps de temps important entre les deux. Tout à fait. Donc, on verra ensuite un peu plus tard quelles précautions on peut Voilà, les précautions, on les verra avoir. après. Une question de Loubert qui dit: y a-t-il des centres spécialisés pour la maladie de Lyme, des centres alors j'arrive même pas à prononcer, l'admaison, quel traitement à long terme? Les traitements à long terme, est-ce que peut-être… Et uniquement, quel que soit le stade de la maladie, c'est l'antibiothérapie. Il y aura un antibiotique. Alors, il y en a qui, en fonction de la du stade où on est,
ce sera une antibiotique, l'antibiotique sera plus ou moins important. L'antibiothérapie sera plus ou moins importante. Voilà. L'important, c'est d'être interpellé dès qu'on voit sur la peau ou si on voit sur la peau un érythème, c'est peut-être d'être interpellé parce que souvent on dit c'est rien, ça va passer, mais c'est peut-être ça passe, mais alors qu'on aurait besoin d'une antibiothérapie. Voilà. Est-ce que justement, si on ne le soigne pas, cet érythème, est-ce qu'il reste du coup dans le temps? Alors, l'érythème, non, disparaît au fur et à mesure, il ne reste pas. Donc il faut être vigilant Il et faut se être regarder? vigilant, voilà. Il faut y penser. Voilà, il faut y penser si on est allé promener. Si on reste dedans, qu'on ne bouge pas, c'est sûr, à part qu'il y ait des tiques dans la maison, voilà. Mais ou si vous avez une bête, ça aussi, c'est tout à fait. Même si on ne sort pas, on peut avoir un chien qui, en sortant, lui, a une tique et peut nous la donner. Et dernière question sur l'érythème, est-ce que ça démange? Est-ce qu'il gratte? Non, ça démange pas. Non, non, ça démange pas. C'est un érythème. C'est surtout c'est extérieur et c'est indolore. Et alors ensuite, on me pose la question de la guérison. Est-ce que les antibiotiques permettent d'être totalement guéri? Alors, au stade précoce de la maladie, on aura une guérison. Dès que si la maladie est bien si la maladie est bien implantée, l'antibiothérapie sera beaucoup, beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que ça existe. Mais bon, il ne faut pas. Euh, toutes les tiques ne sont pas infectées. D'accord? Donc, il est important de ne pas non plus avoir peur si on va se promener. Au contraire. Hein. Donc, on va parler un peu de prévention. Moi, j'aimerais surtout axer sur la prévention. Donc, l'important est de savoir où on marche. Si vous pouvez éviter tout ce qui est végétation haute, dense, ne pas aller dans des herbes trop hautes. Donc, cela limite les contacts, puisqu'on a vu que la tique montait sur les herbes hautes et qu'elle attendait l'hôte qui arrive. D'accord. Il est aussi important de porter des vêtements couvrants. C'est vrai que l'été, on met souvent des shorts, des manches courtes ou ça manche. C'est pas trop recommandé lorsqu'on part en randonnée ou autre. Mais bon, c'est sûr qu'avec le soleil, on a plus tendance à se découvrir qu'à se mettre des vêtements couvrants. C'est vrai que l'hiver, on en a moins parce qu'on a plus de vêtements couvrants. Le port du vêtement clair permet de repérer plus facilement la tique qui est foncée et surtout celle qui n'est pas fixée à la peau. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez mettre du répulsif pour limiter le risque de morsure sur la peau. Ensuite, il faut porter une attention particulière aux plis cutanés, c'est-à-dire l'arrière des genoux, les aisselles, le nombril, ou les zones génitales. Ce sont des endroits où les tiques s'accrochent bien. Voilà. Les cheveux aussi. Voilà, chez le jeune enfant, surtout, il faut regarder le cuir chevelu, le cou et l'arrière des oreilles. Voilà. L'important aussi, c'est si vous avez des animaux, de traiter le chien et le chat de manière préventive avec des produits adaptés et conseillés par votre vétérinaire. Il est important aussi de vérifier votre animal après une promenade pour vérifier s'il n'a pas de tique. C'est important. Marion, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors la question du coup des traitements a fait encore un peu réagir. Oui. Alors du coup, on va reclarifier peut-être les choses parce qu'on me demande est-ce qu'on en guérit? Est-ce que la bactérie reste dans le sang? Donc du coup, je vous laisse répondre, Martine. Oui, oui, oui. Alors,
Si l'antibiothérapie est prise très tôt, la bactérie, vous serez guéri. Mais après, si c'est à une forme avancée, ça reste dans le sang et il y a une antibiothérapie très longue. Voilà. Bon, mais merci pour cette réponse qui me semble claire et qui dépend en fait, hein, finalement du temps Voilà. à quel moment le traitement est pris. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien que ces sujets soient traités parce qu'on n'en parle pas souvent et qu'il est important d'en parler pour que les gens soient quand même prévenus. Et après, si c'est pris à temps, ce n'est rien. Et si vous êtes vigilant, il n'y aura rien. Voilà. Merci de le repréciser. Est-ce qu'on peut avoir un érythème migrant sans forcément avoir une contamination de Lyme? Sans avoir, pardon, une Une contamination. contamination à la maladie de Lyme. Est-ce qu'on peut quand même Non, avoir si le vous avez symptôme? l'érythème migrant, c'est que vous avez la contamination. Parfait, donc là, c'est clair, plus de doute. Je regarde s'il y avait des dernières questions sur les… oui, il y avait quelques remarques bon, par rapport aux tests de laboratoire. J'imagine que pour faire le diagnostic, est-ce que ce sont des tests de Non, laboratoire? on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tests de laboratoire pour faire le diagnostic. Le médecin, le fera, c'est le médecin qui le fera. Avec l'érythème migrant, déjà, vous n'avez pas besoin. Si vous avez vu que vous avez été piqué et que vous avez de la température, si vous avez de la température, des frissons, et si vous avez vu que vous avez été piqué, et avec l'érythème migrant, c'est sûr que vous avez développé la maladie de Lyme. Eh ben, très bien, c'est un bon, enfin, c'est un bon symptôme finalement. Et ensuite, la question du répulsif a pas mal Ah, suscité de réactions du coup. Alors, pardon, oui, quel répulsif alors préconisez-vous? là, Est-ce qu'on peut je en pense fabriquer que ça, il soi-même? faut aller en pharmacie. Je ne peux pas me permettre de mettre du répulsif là. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de répulsifs et que vous allez à la pharmacie et vous leur demandez et c'est vrai que c'est délicat de mettre du répulsif, quoi, un nom, quoi. Donc, Heu, l'important, vous allez à la pharmacie, vous leur demandez si vous allez faire une promenade, vous leur demandez et ils vous donneront le répulsif qu'ils ont, quoi. Très bien. Voilà, demandez un répulsif et précisez bien que c'est pour les tiques puisque c'est des choses qui sont différentes des moustiques et des puces, hein. Je le rappelle parce qu'il y a Tout différents, à fait. Il faut bien échanges préciser que c'est là-dessus. pour les types. Et oui, André, l'érythème migrant signifie maladie de Lyme à coup sûr. Voilà, je Oui, réponds en direct. oui. Mais il faut que ce soit l'érythème migrant comme vous l'avez vu sur la photo, c'est-à-dire le rond avec un rond autour. Est-ce D'accord? est-ce qu'il existe des versions de la maladie de Lyme asymptomatiques? Non, pas à ma connaissance. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la prévention? Voilà, si vous voulez vous exprimer, j'en ai pas vu d'autres et je pense qu'on a répondu à toutes les questions sur la prévention. Et Alors, on continue pour la prévention. Donc, la conduite à tenir, c'est là où je vais insister parce que c'est vrai que il est important de retirer, une fois que la tique a mordu, qu'elle est accrochée, il faut la retirer le plus rapidement possible pour éviter la transmission de la borrelia. D'accord? Car le risque de transmission augmente avec le temps d'attache de la tique. Donc, vous voyez qu'il existe des crochets à tique. Je vous déconseille de ne pas l'arracher avec les doigts parce que vous pouvez laisser à l'intérieur un morceau de tique. Et donc, si la tique est infectée, c'est sûr que là, vous aurez la maladie. Donc, vous avez des pinces à tique que vous trouvez n'importe où dans le commerce, que ce soit en pharmacie ou que ce soit sur Internet. Et vous enlevez votre… Moi, je trouve que ça, c'est très important. Il est important d'avoir ces pinces. Je pense que tout le monde devrait en avoir, de ces pinces à tique. Et ça coûte pas grand-chose. Et je pense que ça vaut 2 ou 3 euros, et une pince à tique.
C'est valable pour votre animal, si vous avez un animal, c'est valable pour tout le monde. Il ne faut pas enlever la tique avec les doigts, surtout pas. Et ensuite, vous voyez bien, il est déconseillé d'utiliser de l'éther, de l'alcool, toute autre substance biologique ou chimique. Et ensuite, moi, je vous conseille de désinfecter le site de la morsure après le retrait de la tique. Donc, ne le désinfectez pas avec de l'alcool parce que vous savez très bien que l'alcool fixe les microbes, mais le désinfecter soit avec de la bétadine ou tout autre désinfectant. Voilà, mais pas avec de l'alcool. Et ensuite, donc, si vous avez vu que vous avez été mordu par une tique, surveillez cette zone pendant quelque temps et si un signe clinique apparaît, vous consultez de suite. Est-ce qu'il y a des questions, Marion? Alors moi, j'ai une petite question, mais c'est l'expérience qui me donne envie de vous la poser. C'est une fois qu'on se retrouve avec la tique et qu'on l'enlève, on en fait quoi de cette tique parce que ça reste Ben, vous un la danger? brûlez. Normalement, il faut la brûler. D'accord, très bien. Vous la mettez dans du papier sopalin et vous la brûlez parce que si vous la laissez par terre, elle va repartir. Et oui. Louise nous demande de répéter pourquoi l'alcool est prohibé. Vous avez dit que ça fixait C'est les pas qu'il est microbes. prohibé, c'est que l'alcool fixe les microbes. Fixe les microbes. Donc, si vous voulez, moi, en tant qu'infirmière, j'utilisais très peu d'alcool. C'est vrai avant, on utilisait beaucoup d'alcool, mais moi, je préfère utiliser autre chose que de l'alcool pour désinfecter une plaie ou une plaie. Parce que une fois que vous aurez enlevé la tique, ça vous fait une petite morsure, ça vous fait une petite plaie. Tout à fait, hein. C'est vrai que la bétadine pour n'importe quelle plaie Voilà, peut être recommandée plutôt que de l'alcool et vous n'êtes pas là. voilà. C'est souvent un Moi, discours d'infirmière. sincèrement, de la bétadine ou tout autre, vous avez de la biceptine aussi qui est très bien pour désinfecter, pour nettoyer cette zone-là. Alors, je réponds en direct aussi à Gary hein, qui dit difficile de brûler la tique dans la forêt. En effet, on ne va pas mettre le feu à une forêt à cause d'une tique. Hein. C'était si éventuellement on était à la maison. Sinon, on s'adapte à à son environnement. Et une fois qu'on a enlevé la tique, on peut la laisser dans la forêt. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des vaccins, Martine, sur Non, il n'y a pas de vaccin. Très bien. Et j'avais vu une question tout à l'heure, on revient un peu sur le symptôme. Est-ce que les symptômes peuvent se déclarer plus tardivement? Tout à fait, plus tardivement. Et c'est là, oui, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les symptômes peuvent se déclarer peut-être quelques semaines ou même quelques mois après la morsure. Très bien. Mais peut-être que l'érythème migrant sera passé inaperçu aussi. Et donc là, comment le médecin peut, parce que tout à l'heure on parlait de la difficulté de faire le diagnostic, donc comment le médecin peut... Alors après, le médecin, si vous voulez, après, ça rentre dans un... vous allez être fatigué, avoir des douleurs articulaires, donc il va faire tout un bilan. Et là, il fera la sérologie. Et là, il verra, à ce moment-là, il verra qu'il y aura une infection quelconque, l'infection de la Borrelia. Très bien. Donc en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il y a des messages très importants dans ce que vous nous avez dit. C'est qu'en termes de prévention, rester habillé et avoir cette pince toujours sur soi lorsqu'on fait une randonnée, ça paraît essentiel. Oui, c'est tout petit, ça ne gêne pas, vous le mettez dans un coin. Comme vous avez l'aspi-venin, quand vous partez souvent, vous prenez votre boîte d'aspi-venin. Moi, je trouve que ça, c'est à prendre aussi. Voilà. Valérie nous pose la question des symptômes neurologiques finalement. Lesquels sont-ils? On les a un peu vus, je crois, mais je ne me rappelle plus. Alors, les symptômes neurologiques, vous avez alors, les maux de tête. Vous avez, c'est surtout les maux de tête. On va revenir en arrière si vous voulez. Alors, attendez, je reviens en arrière. Alors, voilà. Ah non. Hop.
Voilà. Donc, alors, il y a les symptômes neurologiques sont quand même très rares. Hein, c'est surtout la réaction cutanée et les manifestations articulaires. Vous allez avoir quand la maladie survient à un stade tardif, vous aurez des manifestations articulaires en plus des manifestations cutanées. Et les manifestations neurologiques, c'est maux de tête, c'est surtout les maux de tête. Très bien. Eh bien, merci. Alors là où je voudrais mettre aussi ce qui est important, c'est que donc la maladie de Lyme est méconnue du grand public. Et c'est vrai que personne n'a l'idée de penser qu'un insecte peut nous donner une maladie qui est quand même assez importante une fois qu'on l'a contractée. Et il est important de se mobiliser pour faire reconnaître cette maladie. Déjà, il est important de se mobiliser pour savoir qu'elle existe, pour connaître les premiers symptômes et savoir la prévenir. Et savoir qu'il y a des associations. Donc, vous voyez que là, moi, j'en ai relevé 4. Donc, vous avez 4 associations que vous pouvez aller voir sur ces associations. Vous verrez qui vous parlent de la maladie de Lyme. Et cela facilite l'entraide. Elle vous donne des conseils entre patients en tête de cette pathologie et surtout l'errance médicale parce que cette maladie est très peu reconnue et on n'y pense pas beaucoup et on y pense en fin de quand la maladie est vraiment bien implantée. Donc, Alors, oui. justement, on nous pose la question finalement des personnes ressources. Donc, comment trouver ces médecins spécialistes, vers qui se retourner peut-être, hormis ces sites internet, vers quel professionnel en direct on peut se Alors, retourner? déjà, c'est le médecin traitant, mais qui normalement doit connaître. Il n'y a pas de médecin spécialisé après. C'est le médecin traitant. Et si vous avez un doute, allez voir sur ces sites où vous verrez, où ils vous aideront à peut-être. Après, tout dépend de la région où vous êtes, tout dépend des médecins qu'il y a près de chez vous, quoi. Mais je pense que la première des choses, c'est d'en parler au médecin traitant. Il y a d'autres questions? Alors, bon, du coup, hein, Catherine finissait de réagir en disant que bon, son médecin traitant ne connaissait pas cette maladie. Et j'ai envie de Oh, vous dire que nous, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on essayait de prévenir. Et puis, voilà, vous êtes apte à trouver les informations ailleurs, hein. Je reconnais que c'est dommage si ce n'est pas le cas avec le médecin traitant, mais bon, ça reste un autre débat. Et j'ai encore une dernière question, donc peut-être on va le répéter, mais peut-on guérir d'une maladie de Lyme? Je crois qu'on l'a un peu dit, mais c'est vrai. Alors, si elle est prise à temps, oui. Sinon la bactérie reste dans le sang tout le temps. Et je crois qu'il faut rassurer aussi, ça veut dire qu'on peut avoir la maladie de Lyme et vivre quand même Oui, tout à fait. correctement. Tout à fait. Si elle est bien traitée, il n'y a aucun souci, quoi, hein. Si elle est bien traitée, on peut vivre normalement, hein. Il y a pas de problème. Est-ce que cette maladie est contagieuse de humain à humain? Non, Donc, c'est seulement la tique qui mord qui la c'est passe. que la tique qui mord qui vous donne cette maladie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, une autre question de Marilyn qui nous demande est-ce qu'il vaut mieux prendre l'antibio dès qu'on a la morsure, même s'il n'y a pas d'érythème? Non, parce que toutes les tiques ne sont pas contagieuses. Eh bien, merci. Au moins, c'est clair et c'est vrai que ça rassure. Et puis, dans tous les cas, avant de prendre un médicament, de toute façon, il vaut mieux avoir aussi l'avis du professionnel et du médecin. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les tiques ne sont pas contagieuses, hein. Vous l'avez vu au départ. C'est vrai que ça augmente parce que la maladie, ça augmente peut-être parce qu'il fait de plus en plus chaud, qu'il y a peut-être de plus en plus de tiques. Ça encore, c'est pas bien développé.
Mais si vous voulez, statistiquement, on a trouvé que cette maladie augmentait. Donc, c'est pour ça qu'il est bien, il est bien d'en parler. Et c'est bien de pouvoir surtout prévenir avec vos animaux de compagnie et prévenir si vous allez vous promener, savoir que ça peut exister. Mais c'est pas parce que toutes les promenades, vous n'aurez pas une tique sur vous. Ouais. Une question par rapport au répulsif, est-ce qu'il doit être mis sur la peau ou sur les vêtements, ça suffit? Déjà, alors si vous avez des vêtements longs, elle aura plus de mal à s'accrocher, hein, mais vous pouvez le mettre sur la peau ou sur les vêtements, hein. Très bien, voilà, de toute façon, il faut s'adapter aux produits qu'on utilise. Pauline nous demande comment on fait sur le cuir chevelu. Est-ce que ça oui, parce que tout à l'heure, vous avez précisé que c'était une zone en plus où les tiques pouvaient s'attacher plus facilement. Donc pour le Voilà. détecter, il faut se faire aider tout simplement d'une autre personne, j'imagine? Ah oui, oui, vous pouvez, ah oui, sur le cuir chevelu, vous pouvez pas vous l'enlever vous-même, hein. Il faut quand même qu'on vous aide pour l'enlever. Voilà. Mais voyez, je suis allée voir et vous avez il y a pas mal de répulsifs pour les tiques, voilà, à se mettre sur le. Il y en a qui sont efficaces, hein. Voilà, ils mettent. Bon, très bien. Une dernière question que je vois et après je pense qu'on aura fait quand même, le tour. Est-ce que la maladie de Lyme est répandue dans le monde entier? Donc est-ce Oui, qu'on elle peut est la trouver à répandue dans le monde entier. C'est vrai que j'ai traité que la France, mais il y en a dans le monde entier. très bien, donc c'est important, voilà, de le savoir lorsqu'on part à l'étranger pour avoir les mêmes réflexes et constituer sa trousse de secours, avec cette Tout à petite fait. outil. Tout à fait. C'est vrai que j'aurais pu mettre combien il y en a dans le monde, mais bon, je Bon, me on est suis. resté à la France pour commencer, ça me paraît très bien, Martine. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres, questions et d'autres remarques, moi j'ai envie de vous remercier, hein, pour cet échange puisque ça a vraiment suscité beaucoup d'interactions et ça nous a permis, à tous de mieux comprendre comment, les tics fonctionnaient, comment s'en prévenir. J'espère que tout le monde va adapter les bons réflexes, à savoir, finalement peut-être porter une tenue un peu plus longue, avoir cet instrument sur soi et surtout après chaque randonnée, se regarder pour s'observer et voir s'il y a une tique sur soi avant d'attendre évidemment le principal symptôme qui est l'érythème migrant. Alors, j'ai peut-être oublié enfin, en termes de prévention, je reviens vite fait, j'ai peut-être oublié j'aurais pu mettre qu'il y a certaines plantes et herbes aromatiques comment dire, qui répulsent les tiques. Donc, il faut savoir que le romarin, le laurier, la menthe, les tiques n'aiment pas ces odeurs-là. Donc, vous pouvez en planter autour de chez vous. En plus, ça protégera votre animal. Eh ben, merci beaucoup. En plus, ce sont des plantes qui poussent assez facilement, donc je pense que chacun pourra le réaliser. Voilà. Pour conclure cette séance, moi je remercie donc vraiment Martine, hein, c'était un échange très clair et interactif. À bientôt. Au revoir.